Bonsoir à tous. Au nom donc de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue au Mobilier National pour une thématique autour du design des métiers d'art, avec une question particulièrement passionnante, qui est la question du regroupement. En effet, les designers, les métiers d'art sont plutôt des métiers, ou étaient jusqu'à présent des métiers plutôt de solitaires, de secret même en ce qui concerne les métiers d'art, et on se rend bien compte que depuis un certain nombre d'années, maintenant, l'idée de regroupement n'est pas totalement inopérante. Donc c'est un peu cette thématique, c'est cette thématique que l'on aborde ce soir avec 3 intervenants, 3 expériences différentes, et avec la présidence, sous la présidence de Héloïse Le Boucher. Voilà, bonne soirée, et on se retrouve pour les questions. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour assister donc, à ces temps qui sont des temps de présentation, mais qui sont aussi l'occasion de temps d'échange. Donc, je me présente, du coup, moi je suis Héloïse Le Boucher, je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers d'art et du design, qui est donc une structure, un réseau qui rassemble des établissements, des organes de formation, des organisations professionnelles, des acteurs économiques et des collectivités territoriales autour des enjeux de la formation, de la profession, du développement de l'innovation et de l'internationalisation des filières métiers d'art et design pour la région Île-de-France. Et donc, ce campus des métiers d'art et du design est situé au sein de la manufacture des Gobelins, puisque le Mobilier National est un membre fondateur. Et ce qui est très intéressant dans les interventions qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui, c'est qu'une des caractéristiques de ce qu'on développe aujourd'hui très très fortement, c'est les pratiques de collaboration, les pratiques d'échange, la notion d'hybridation, de transdisciplinarité, qui est un élément clé pour le développement de l'innovation et pour l'acquisition en fait, de nouvelles compétences et de nouvelles façons de réfléchir et de produire ensemble. Et donc le premier de nos intervenants, Jean-Christophe Vallerand, qui est donc designer, professeur agrégé d'art appliqué, responsable du département design d'espace de l'ENSAMA Olivier de Serres, et donc qui comporte un DNMA, c'est-à-dire un diplôme qui est un diplôme d'État valant grade licence, un diplôme national de licence, et un DSA espace, qui est un diplôme de niveau master, qui coordonne aussi le master design, alors maintenant, création, projet, transdisciplinarité, qui est porté par la conférence des écoles supérieures d'art appliqué de la ville de Paris et par le CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Et donc il est responsable de la coordination et va vous parler de cette expérience qui est née au Mobilier National, à la manufacture des Gobelins, et qui, je crois, fait date, on peut le dire, dans la formation. Donc, bonsoir. Par rapport à cette introduction, il y a pas mal de choses qui ont été dites et qui ont trait à la question de la collaboration. Donc en fait, je vais présenter cette formation qui parle fortement de la collaboration et du collectif, déjà dans sa construction pédagogique. On a déjà fait une petite présentation des différentes entités qui constituent en fait à la fois les accueillants et puis les centres de formation. Et puis aussi expliquer comment la pédagogie se met en place dans cette formation de façon à favoriser la collaboration et la transdisciplinarité. Donc l'intitulé de ce master, c'est un master 2, hein, il vient se positionner dans sa création à l'issue de nos DSA, enfin des postes DSA des écoles d'art appliqué et de métiers d'art, design. Et aujourd'hui, il a vocation à accueillir aussi bien des étudiants qui viennent de DSA que des étudiants qui viennent de Master 1. Il a trouvé sa création dans une forme expérimentale, donc à l'issue des formations de DSA qui sont délivrées par les écoles de l'éducation nationale, donc diplôme à niveau Bac plus 5, aujourd'hui, niveau Bac plus 5, mais qui venait à la suite des BTS et aujourd'hui du DNMA, le diplôme valant grade licence qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc la première forme de collaboration, ça a été de trouver des écoles pour proposer cette formation. Ça, c'était le plus simple. Ce sont les écoles supérieures de Paris qui constituent la CESAP, donc c'est un des acronymes qui est visible sur le diapo. La conférence des écoles supérieures d'art appliqué, c'est l'école Boulle, c'est l'école du Perret, c'est l'école Estienne, et l'ENSAMA Olivier de Serres, où j'enseigne. Et donc on a réfléchi à une formation qui permettra à nos étudiants d'aller vers le diplôme master.
Et cette formation, on a pensé la faire en résidence et on a eu la chance d'être accueillis par le Mobilier National. Et nous sommes accueillis depuis 6 ans maintenant, je pense. 2015. Ouais, 6 ans dans l'enclos des Gobelins, avec d'abord une forme expérimentale, avec peu d'étudiants, et puis une forme non diplômante. Et aujourd'hui, une forme diplômante grâce au CNAM, qui est également un partenaire avec lequel on a construit ce diplôme. Donc ce sont des séries de collaborations qui permettent de faire naître cette formation qui venait pallier à l'absence de possibilité de master pour nos étudiants et qui aujourd'hui se positionne de façon assez logique pour des étudiants de DSA ou pour des étudiants qui sont en master 1 dans les champs du design, de la culture et des arts. C'est une promotion de 24 étudiants. Ils sont recrutés donc, au niveau master 1, au niveau DSA, avec l'idée qu'on doit constituer un groupe pluridisciplinaire. Donc on a des étudiants qui viennent de textile, de design produit, design d'espace, qui viennent des métiers d'art. On essaie de vraiment tenir compte de ces profils mixtes. La structure pédagogique qui est en résidence au Mobilier National, donc qui en fait voit tous les temps pédagogiques se réaliser ici, je le montrerai tout à l'heure dans le contexte de cette résidence, s'organise autour de séminaires de recherche en design. Gestion de l'innovation, ça c'est un cours qui est proposé par le CNAM, qui délivre une UE à cette occasion. Recherche appliquée en projet et design, je vais passer assez rapidement. Une part d'écriture, alors la question de la recherche et de l'écrit passe par la création d'une revue sur laquelle je reviendrai en fin de présentation. Ce sont des étudiants qui ont déjà rédigé un master dans le cadre un mémoire dans le cadre de leur DSA, donc en fait on ne rejoue pas la question du mémoire, mais par contre on leur demande de participer à l'élaboration d'une revue. Et il y a un stage professionnel de 5 ans. Je passe sur l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique sont des enseignants des 4 écoles supérieures d'art appliqué et des enseignants du CNAM. En résidence au Gobelin, donc ça veut dire qu'on est accueilli depuis 4 pavillons d'Orgivillers. C'est un pavillon que vous pouvez croiser dans la cour Colbert. C'est un pavillon, c'est un hôtel particulier qui permet d'accueillir nos étudiants dans de très bonnes conditions. L'accueil se fait aussi sur la visite des ateliers, donc là c'est un niveau de collaboration avec l'institution qui nous accueille qui est très étroit, dans le sens où le premier mois de la formation est consacré à une immersion dans les ateliers, avec tous les acteurs de l'institution, donc c'est aussi bien les agents, les différents ateliers de fabrication, de restauration, mais aussi tous les intervenants, que ce soit sur le pôle de direction, de communication, de conservation. On propose à nos étudiants de comprendre les missions de cette institution, et la particularité aussi de cette formation, c'est de demander aux étudiants de trouver des sujets, de proposer des sujets qui sont directement liés avec le partenaire. Donc c'est une véritable immersion. Je passe assez rapidement sur les visites d'ateliers qui sont très riches pour nos étudiants, qui permettent aussi de nourrir des collaborations. Donc les étudiants vont définir des sujets, mais ils vont aussi définir des niveaux de collaboration avec soit des intervenants extérieurs, soit des intervenants qui sont issus de l'institution. Donc ils vont prendre des contacts dans les ateliers, ils vont proposer leurs sujets aux différents représentants de l'institution, et des collaborations vont naître et vont permettre de faire émerger des projets. Donc ça c'est pour la partie immersive de cette formation. Et alors il y a une obligation qu'on fixe à nos étudiants, c'est de travailler en collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours individuel dans ce master. Ils forment des collectifs qui sont de 3 à 5 étudiants. Et ils font le premier temps de visite des ateliers et de recherche de sujets, l'occasion de construire ces collectifs qui vont un petit peu bouger, et puis arriver à ce moment de l'année, là on est en janvier, on détermine le projet qui va occuper le reste de l'année, et là les étudiants ont formé un collectif qui a déjà une identité assez forte. Donc on leur demande de chercher, enquêter, comprendre l'institution haute, identifier et définir des sujets, c'est ce que je viens de dire, concevoir et produire en collectif transdisciplinaire. Donc on va leur demander vraiment de mixer à la fois les provenances, c'est-à-dire les écoles, mais aussi les filières. Situer sa production à l'intérieur du collectif, donc c'est pas parce qu'en fait on travaille dans un collectif qu'on ne va pas définir une production individuelle dans le projet. Donc ça c'est vraiment le collectif forme le cadre thématique du projet, et les étudiants vont pouvoir se positionner sur une pratique personnelle dans le cadre de cette thématique. Médiatiser les projets, on participe à au moins 2 expositions cette année, notamment les Journées du patrimoine au Gobelin.
une exposition hors les murs, et puis une autre forme de médiatisation qui est la réalisation de la revue. Donc ça, c'est Là, pour revenir sur la résidence, c'est le pavillon qui nous accueille, donc on est sur 3 niveaux. Il nous accueille de façon à ce que les collectifs puissent investir un espace et développer une pratique tout au long de l'année. Avoir aussi une relation avec le monde professionnel, c'est-à-dire qu'ils sont là toute l'année, ils peuvent recevoir des partenaires, ils peuvent vraiment agir. C'est un début d'installation dans un processus professionnel. Peut-être préciser aussi qui sont, enfin, les étudiants en dehors des écoles, de dire quels sont leurs profils au départ quand on constitue les collectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très variés. Donc en fait, on va essayer de proposer aux étudiants aussi de faire une sorte de pas de côté par rapport à leur formation initiale, c'est-à-dire qu'on leur demande de présenter quand ils arrivent leurs compétences, leurs affinités, enfin leurs pratiques personnelles aussi, parce que certains sont déjà engagés dans une pratique professionnelle à côté de la formation. Et puis, à partir du sujet proposé, en fait, il y a des associations qui vont se faire, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent, par exemple, de Duperré dans le domaine du textile ou de la céramique ont des savoir-faire que n'ont pas forcément, par exemple, les étudiants qui viennent de la stratégie à Estienne, stratégie de communication. Mais par contre, on va avoir besoin des compétences des graphistes ou des étudiants d'Estienne pour mettre en forme des propos, enfin des propositions éditoriales. J'ai amené ici, alors je ne sais pas si on peut faire passer les documents parce qu'on est on est en phase Covid, mais là par exemple ce document c'est une production de cette année, c'est la première UE qu'on délivre, donc là c'est des étudiants qui sont un peu acharnés parce qu'ils ont finalement produit une édition très conséquente sur un temps très très court qui consiste à la découverte des ateliers, proposer un sujet. Ils ont, par exemple cette année, ce groupe de 5 étudiants a voulu travailler sur la question de la fête. Quand ils ont visité les archives, ils ont vu qu'il y avait des archives des différentes fêtes qui avaient été organisées, que ce soit dans le cadre de la monarchie ou de la République, avec des prêts de mobilier, avec des déplacements mobiliers. Et ils se sont posé la question de ce que représente la fête d'un point de vue historique par rapport au lieu, mais ce que représente aussi la fête aujourd'hui. Et ils ont fait une compilation d'articles, d'interviews qui se retrouvent dans ce petit livre, qui est une première phase de leur projet. Et le projet va plutôt être une forme d'installation, c'est-à-dire un travail autour de l'œuvre d'art qui permettrait de faire la fête dans une période où on ne peut pas la faire, c'est-à-dire de faire un glissement du statut. Est-ce qu'une œuvre d'art qui est une fête est une fête? Est-ce qu'on peut la considérer d'un point de vue légal comme une fête? Donc ça, c'est un début de promesse. Je peux le faire passer ou... Ouais, d'accord. Je passe ces diapos passionnantes. Ah oui, alors si aussi les restitutions se font dans le pavillon, donc on a des espaces qui permettent à chaque fois d'investir les lieux et de faire des dispositifs, des installations. Là on a un collectif du diplôme d'il y a 2 ans qui travaillait sur l'ornement, sur une relecture de l'ornement, donc ils créaient des salons, ils ont créé un salon par saison, donc c'est un projet assez ambitieux, avec là des pratiques qui se croisent, donc un des étudiants qui travaillait principalement le béton et le métal, un étudiant qui venait plutôt de broderie, qui a travaillé sur des pièces brodées et des pièces tapissées, une étudiante qui travaille plutôt sur la résine. Donc là en fait, c'était une sorte d'interprétation d'éléments de catalogue du Mobilier National. Ça, c'est une illustration des expositions hors les murs. Donc là, c'était aux Ateliers de Paris. Ça, c'est une production aussi de diplôme d'une étudiante qui a travaillé sur un tapis qui illustre aussi une sorte de fête fantasmée dans le cadre des Gobelins et du Mobilier National. J'essaie d'aller un petit peu vite. Voilà, je voulais montrer celui-ci parce que en fait, ça, c'est un projet qui est véritablement transdisciplinaire et assez passionnant. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Voilà. Pourquoi vous le voyez dans le bon sens? Ah oui, il est à l'envers. C'est formidable. Donc ça sont des étudiants qui travaillaient sur la remise en jeu de la matière. Donc ça, c'est un effet du passage de Mac à PC.
il travaille sur la mobilité de la matière, donc avec trois approches différentes. Un étudiant qui vient du numérique et qui a essayé de travailler la question de la matière numérique. Est-ce que d'abord le numérique est une matière ? Elle est forcément en mouvement, mais est-ce que c'est véritablement une matière? Une étudiante qui travaille sur la terre crue et un autre étudiant qui travaille sur la cire. Et donc ils ont créé des objets composites avec la question de pouvoir remettre en jeu cette matière. Donc la terre crue, elle se remet en jeu avec l'eau, évidemment. La cire se remet en jeu avec la chaleur, et la matière numérique est mobile. Et donc en fait, ils ont créé des objets hybrides pour essayer de questionner les possibilités de ces matériaux dans une remise en jeu. J'espère que la prochaine sera à l'endroit. Ça, c'est un projet qui visait à développer... Je sais pas si voilà. À développer une participation du public, donc dans le cadre d'une exposition à la Galerie des Gobelins. Là, il s'agit d'une interface qui reprend les qualités d'un jeu vidéo très très simple. On choisit sur le fond documentaire du Mobilier National à travers le MN Lab qui est en ligne, c'est une ressource documentaire en ligne sur le site du Mobilier National. On choisit une œuvre, à partir de cette œuvre on nous propose une palette de couleurs et on peut composer des motifs, des dessins à partir d'un système très simple de déplacement droite-gauche, haut et bas. Et donc chaque participant ouvre un compte et produit cette œuvre collective qui a vocation en fait à devenir un carton pour un tapis dans un scénario idéal. Donc là, c'était une façon de répondre à une demande qui est formulée assez souvent par l'institution, c'est cette volonté d'aller chercher le grand public et de sortir un petit peu de l'enclos et de démontrer qu'en fait cette tradition de la fabrication et des manufactures peut aussi concerner une interaction avec de jeunes designers ou avec le grand public. Enfin, bien avant le stage, là on a passé toute la partie conception et projet, on demande encore aux étudiants de développer une forme collaborative dans la production de l'écrit autour de la recherche et des projets. Et il s'agit de cette revue qui s'appelle Plateau. On est en train de boucler le Plateau 5, j'en ai amené 2 que je passerai. Là, c'est pareil, ce sont les étudiants qui forment un comité éditorial, qui sont chargés de rédiger des articles, qui sont chargés aussi de réaliser des interviews dans le cadre des séminaires de recherche, où on fait intervenir des designers et des chercheurs. Et on continue, à travers ce travail d'écriture, on continue à développer une approche transdisciplinaire et collaborative. Ça, je vais le passer rapidement aussi. Pour finir, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, on travaille aussi sur une thématique de l'année qui va orienter en fait les choix éditoriaux pour la revue, qui va aussi orienter les projets. Donc cette année, on travaille sur la question de la frugalité. L'année précédente, sur Plateau 4, c'était la question de mobilier ou immobilier, donc une question assez importante dans ce lieu. L'année précédente, c'était sur la question de la fiction, de la narration. Celui-là, il nous concerne directement, c'était travailler collectivement. Donc, dans le cadre des séminaires qu'on organise, on faisait intervenir des collectifs, donc les 5 designers, enfin le bruit du frigo, des pratiques en design de ce type. Et ça permet aux étudiants d'avoir à la fois un positionnement critique sur l'état de l'art dans le thème et le domaine concerné, et après d'écrire autour de sa production et de sa recherche. Et je finirai en disant que c'est aussi un travail collaboratif important et pas toujours simple, mais vraiment enrichissant au niveau pédagogique, parce qu'on a construit cette formation très étroitement avec nos collègues du CNAM, avec les collègues des 4 écoles, et puis aussi avec le campus, et puis bien évidemment avec nos accueillants, c'est-à-dire le Mobilier National à travers sa direction et ses différents intervenants. Et ce diplôme est le fruit de cet ensemble de collaboration. Voilà. Merci.
Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette présentation. C'est vrai que pour le mobilier national, ça a été chamboulant, si on peut dire. C'est-à-dire que nous sommes une institution de réalisation, de techniciens d'art, de fonctionnaires qui sont là pour réaliser une tâche, et de voir arriver des jeunes qui posent des questions parfois vibrionnantes et troublantes, parfois même pourquoi faire ça, ça a bien bousculé certaines pratiques, ou en tout cas certaines certitudes. En tout cas, ça fait donc, comme disait Jean-Christophe, ça fait plusieurs années maintenant que ça fonctionne. Alors j'avais peut-être une question sur un premier bilan de ces 5 ou 6 ans passés, notamment d'abord sur la comparaison avec d'autres formations, et surtout sur les premiers qui sont sortis diplômés. Quel type de parcours ils ont fait? Est-ce que c'est plus de la créativité individuelle, ou alors ils ont plus intégré des équipes? Quel genre de parcours professionnel il y a après Dans les parcours professionnels, enfin, c'est assez varié, parce que en fait, les étudiants souvent rejoignent un petit peu leur formation initiale. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'un pas de côté. Je pense aux étudiants que je connais le mieux, qui sont des étudiants qui sont issus du design d'espace. On le voit dans le cadre du stage. Je pense à une étudiante qui a travaillé sur la terre crue, là, dont je parlais tout à l'heure. Elle est aujourd'hui dans une agence d'architecture de premier plan, et en fait elle a réintégré d'ailleurs ce parcours professionnel. Donc en fait c'est un enrichissement parce qu'aujourd'hui sa vocation c'est de travailler sur la question de la construction en terre crue. Donc en fait c'est un projet qui dépasse d'ailleurs la réalité professionnelle dans laquelle elle est aujourd'hui. Après il y a des parcours aussi dans la direction artistique. Donc là souvent sont plutôt les anciens étudiants de Duperré, qui sont associés à la question de la mode, de la communication, du graphisme. Et c'est assez varié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collectifs qui perdurent, c'est-à-dire qui deviennent des structures professionnelles. Donc ça c'est quelque chose qui est assez satisfaisant pour nous. Et c'est une formation jeune, parce qu'on diplôme avec le CNAM que depuis 2 ans. On va avoir notre 3e promo véritablement diplômante cette année. Mais oui, les étudiants ont affirmé quelque chose qui était déjà très présent dans leur formation initiale. Mais ils l'ont enrichi. Donc on va bientôt fonder les alumni de la CESAP. Hein. Ça va venir, en tout cas c'est quelque chose qu'on a envie de faire, et puis c'est surtout une demande qui est formulée par notre tutelle. Ça, c'est un fonctionnement très courant du CNAM, c'est normal. D'accord. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors moi j'ai une question. Est-ce que cette expérience a des répercussions sur le reste des pratiques pédagogiques qui sont moins transversales et moins collaboratives sur les années, enfin, dans l'équipe pédagogique, dans les enseignements que vous avez par ailleurs? Est-ce que du coup ça imprègne? Je ne suis pas sûr que ça imprègne, déjà parce qu'en fait la pratique transversale et collaborative, elle existe dans nos écoles. Enfin, je pense, quand je dis nos écoles, ce sont les écoles de design en général. Ça affirme quelque chose. Ça a affirmé symboliquement quelque chose entre les écoles. Parce que, voilà, ça n'allait pas forcément de soi que les écoles travaillent ensemble. C'est une pratique qui est très développée grâce au campus et grâce à la conférence. Mais je ne sais pas si ça a eu un impact dans les équipes pédagogiques, sachant que l'équipe pédagogique du master est constituée d'enseignants qui viennent des 4 écoles, et donc en fait on travaille finalement, on est très proches, mais après on travaille de façon assez autonome sur nos écoles respectives, c'est-à-dire que ça ne concerne pas suffisamment de profs, je pense, pour changer beaucoup de choses. Par contre, c'est vrai que ça a permis de développer beaucoup de collaboration. Voilà. Donc que ce soit par exemple, enfin récemment on l'a fait dans le cadre du campus, mais on a beaucoup de projets inter-écoles ou inter-parcours, et ça c'est vrai que peut-être qu'on retrouve un peu les mêmes enseignants aussi, donc il y a une impulsion quand même, oui c'est vrai. Et est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis. Est-ce que le fait pour les étudiants d'être intégrés à une structure, alors, qui est un peu particulière comme le mobilier national, particulière parce qu'elle est administrative d'une part, et d'autre part parce qu'elle développe des métiers d'art dans une vision qui n'est pas celle du marché habituel, est-ce que ça leur a permis de penser différemment, d'avoir une autre manière, une autre perspective, non pas uniquement sur le mobilier national, mais d'une manière générale sur leur projet professionnel?
Oui, oui, ça, je pense que ça a changé les choses de façon assez profonde pour eux, parce que d'abord, il y a cette immersion dans une institution qu'ils connaissent mal. Il y a aussi le fait de concevoir un sujet, concevoir un projet, définir un sujet à partir de plein de contraintes. C'était les aspirations des différents membres du collectif, l'institution qui a ses problématiques, qui a ses sujets. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose d'un peu extraordinaire quand ils découvrent le lieu quand même. C'est pour ça que je pense que ça a plus d'importance. Ouais. Le mobilier national et les manufactures ne sont pas accessoires dans cette formation. Je pense que là, il y a un bouleversement. Et puis en plus, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du caractère de l'institution, c'est-à-dire sur la temporalité de la façon de faire du projet. Le temps qu'on prend, qui est une découverte pour nos étudiants qui ont quand même l'habitude de travailler vite, d'être plutôt de se projeter dans un système de production qui est rapide, efficace. Et c'est vrai qu'on parle de façon assez théorique du slow design, de choses comme ça. Et en fait, ici, on le vérifie quand même en fait. Et puis on parle beaucoup aussi du geste, des savoir-faire, et on a une génération d'étudiants qui parlent bien aussi des contraintes écologiques, et en train de réfléchir en permanence l'innovation en regardant les savoir-faire traditionnels, les matériaux, les ressources vernaculaires, ces process de création sont de plus en plus actifs pour nos étudiants, et c'est un lieu idéal pour ça. Je voulais savoir s'il existait à l'étranger des structures similaires, et si oui, si vous envisagez des rencontres entre... Alors oui, il existe des structures similaires, j'imagine, c'est évident. Après, je dirais que le diplôme est tellement teinté par la qualité du partenaire. Parce qu'en fait, quand on a défini cette formation, on voulait être en résidence, mais on ne savait pas où on serait en résidence. Donc c'était très ouvert, on disait entreprise, institution, musée, c'était ouvert. Et en fait, on s'est rendu compte ici qu'il y avait cette particularité. Donc je suppose qu'elles existent, ces formations à l'étranger. Les formations transdisciplinaires, c'est évident. Associées à un lieu qui a un tel ancrage culturel, dans le cadre de musées, oui, je l'imagine. Et après, je ne sais pas s'il existe beaucoup d'institutions comme le Mobilier National en fait, à l'étranger. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi la particularité. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup Jean-Christophe, et on va passer au prochain intervenant. Alors donc, pour notre deuxième invité, je suis ravie d'accueillir donc Nicolas Barre. Nicolas, vous êtes le cofondateur de Make Ici. Donc avec ici Montreuil, ici Marseille, ici Nantes, ici Ouascal. Alors pour le W, ça va ? Ça va, c'est ça. Et bientôt ici Morvan, ici Paris et ici Tours. Donc vous allez nous parler de ce que c'est que ce Make Ici et du rôle de ces centrales, de plus en plus importants que prennent ces tiers-lieux aujourd'hui, et ces espaces de fabrication, de production et d'échange que représentent ces tiers-lieux. Vous êtes administrateur de l'association France Tiers-Lieux, lauréat du parcours 2020 du prix Liliane Bettencourt et président du Fab Lab de la Verrière Montreuil. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'y vais ? Ouais. Bonsoir à tous. Alors du coup, moi, je vais vous présenter ce que fait Make Ici. Entre autres, et à travers Make Ici, parler en fait ce qu'on appelle les tiers-lieux de production, qui sont des structures hybrides qui émergent un peu partout en France et à Paris depuis quelques années. Donc nous, on existe depuis 2012. En fait, aujourd'hui, on a un réseau de manufactures collaborative et solidaire. En fait, à l'origine, en 2012, on a démarré à Montreuil, et l'idée, c'était de recréer une filière de production locale et de permettre aux artisans d'art, designers et aux pros de la fabrication numérique de pouvoir disposer en fait d'un espace, d'un lieu dans lequel ils peuvent trouver les machines à la fois traditionnelles et numériques pour le travail du bois, du métal, du textile, du cuir, du bijou, mais aussi une communauté en fait de professionnels qui s'entraident pas simplement en se parlant à la machine à café, mais en travaillant ensemble. Et en travaillant ensemble sur des projets pour que chacun puisse en fait
arriver au bout des projets, facturer, gagner de l'argent et vivre de leur activité, parce que nous on s'adresse à des professionnels principalement. Et aussi être dans un lieu en fait où il y a voilà, où il n'y a pas de silo, donc où il y a des artisans d'art, où il y a des designers, des architectes, des artistes et aussi des professionnels de la fabrication numérique, donc des ingénieurs ou des électroniciens qui ont une appétence ou de l'empathie pour tout ce qui est créativité, création. Et donc dans ce lieu en fait où il y a de l'entraide, c'est ce qu'on appelle en fait un lieu en fait où les machines, les espaces sont mutualisés. Et donc, du coup, comme il y a une mutualisation des outils de production et de conception, en fait, on est dans le collaboratif pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils font tout ensemble, ils ont chacun leur projet, leur activité, mais ils mutualisent des choses. Et les tiers-lieux, en fait, ce sont des lieux où on mutualise des ressources, et notamment les tiers-lieux de production, donc on mutualise des ressources de production. Donc nous, on existe depuis 2012. En fait, on s'est inspiré pour créer ici Montreuil. On n'est pas allé chercher des concepts aux États-Unis ou en Angleterre. On est allé à Paris. On s'est inspiré du bateau lavoir et de la ruche, donc des espaces qui existaient au début du XXe siècle, dans lesquels il y avait des artistes et qui vivaient. Alors pour le coup, là, ils vivaient ensemble, alors que nous, on est juste des lieux de travail. Mais ils mutualisaient. Et quand on lit qu'on voit des témoignages ou qu'on lit des témoignages des artistes qui étaient dans ces lieux comme Picasso, Chagall, Dubuffet et autres, ils expliquaient que leur travail, que leur inspiration a complètement changé du fait qu'ils étaient dans des lieux partagés et qu'ils pouvaient s'inspirer en fait, des savoir-faire et des conseils des autres. Donc c'est ce qu'on a essayé de recréer nous. Bon, on n'a pas Picasso, on n'a pas encore des Picasso ou des Chagall, mais bon, peut-être. Donc il se passe 3 choses dans nos lieux. Donc on peut apprendre un savoir-faire ou se recréer une voie en fait en faisant. Ce qui fait que on est organisme de formation et que dans nos manufactures en fait on a 3 types de formations. Donc il y a des formations pour les personnes qui veulent se reconvertir vers ces métiers. Donc soit ils ont déjà décidé de la reconversion et on a des parcours longs. Donc par exemple, on a éco-conception et fabrication 2.0. En fait, on peut devenir chef de projet dans la fabrication éco-conçue et éco-fabriquée, dans les métiers de l'artisanat et bientôt dans les métiers du bâtiment, en tout cas de la construction en bois, pardon. On a aussi, ce qu'on appelle, c'est un mot américain, on n'a pas réussi à le trouver en français celui-là, mais ça s'appelle creative technologist. En fait, c'est des chefs de projet en objets connectés, par exemple, et qui mixent savoir-faire artisanaux et savoir-faire électronique. Voilà, donc ça, c'est les parcours longs. On travaille aussi avec des associations qui sont capables de sourcer les bénéficiaires des minima sociaux. Et on les accompagne pour redevenir autonomes financièrement en leur apportant un parcours de formation et des affaires qui leur permettent de facturer et de vivre en fait de cette activité. Et après, on a une activité de module court éligible au financement du CPF. Voilà, on peut apprendre à souder, on peut apprendre à utiliser une imprimante 3D, on peut apprendre à modéliser en 3 dimensions. On peut apprendre la technique d'assemblage du bois en le finançant par son CPF. Voilà, donc j'en ai parlé là, éco-conception, soudage, mécanique à cycle. On peut travailler, parce que la base c'est de venir pour se lancer ou développer son activité, donc moyennant un abonnement mensuel, compris le premier prix c'est 100 € et ça va jusqu'à 400 € hors taxe par mois. Et donc les professionnels qui vivent de leur activité ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux ateliers, aux machines, aux équipements, à des salles de réunion, à du café en grains, de manière limitée, du chauffage, le Wi-Fi, des salles de réunion, un écosystème. En fait. Et on a 2 types de résidents, donc des artisans d'art, principalement des ébénistes et des serruriers, parce que c'est pour eux, pour cette catégorie, que le lancement ou le développement ou la mise à disposition d'un propre atelier est compliqué parce que les investissements sont lourds. Il leur faut de la place, en général il leur faut plusieurs centaines de mètres carrés, et c'est de plus en plus compliqué à trouver, notamment en ville et même en petite couronne.
Et 2, ce qu'on appelle nous les entrepreneurs du fer, donc c'est des professionnels qui ont des savoir-faire ou qui ont besoin de travailler avec des artisans d'art. Donc dedans, on a les métiers de la conception, les architectes, les designers produits industriels, les décorateurs d'intérieur, les stylistes, les artistes, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent des outils numériques ou qui ont besoin de fabriquer. Et les professionnels, comme on est au XXIe siècle, les professionnels de ce côté outils numériques, impression 3D, découpe laser. Voilà. Et donc ce qui fait qu'en fait on a 80% de nos résidents sont des indépendants qui sont dans leurs premières années d'activité, et on a 20% en fait qui sont des structures de 2 à 8 employés en fait, des TPE de production. Voilà. Et troisième spécificité, ce qui fait un peu notre originalité en fait, c'est que dès le début on a constitué un écosystème en fait qui nous permet d'être sous-traitants de grands comptes et pour lesquels en fait on va fabriquer des maquettes, des prototypes ou carrément réaménager un espace de travail, donc des bureaux, des boutiques, des hôtels, et on constitue en fait, le contractant passe par nous et nous on constitue des équipes de nos résidents, artisans, designers et autres qu'on rémunère pour pouvoir travailler, et ce qui leur donne accès à des marchés en fait qu'ils ne pourraient pas avoir seuls. Parce que nous, on est une entreprise, on a un staff, on est à jour de nos cotisations sociales et TVA et autres, quoi. Et ce qui fait qu'on peut avoir accès à ces marchés-là, quoi. Et en face, le donneur d'ordre a un seul interlocuteur, et on peut constituer des équipes qui vont jusqu'à 20, 25, 30, ce qui est arrivé, jusqu'à 30 savoir-faire différents, et qui peuvent aller aussi sur plusieurs de nos sites, parce qu'on a plusieurs sites en France. Donc du coup, on construit au niveau fabrication, dans la collaboration, tout ce qui est conception des éléments du mobilier se font avec nos résidents. Donc on constitue des équipes, designers, décorateurs, artisans d'art dans les disciplines dont on a besoin. Et ensuite, c'est eux qui fabriquent, ou on fabrique encore avec d'autres résidents. Donc tout est dans le... En fait, on fait rien n'est fait tout seul dans nos manufactures. Là, je vous montre des exemples. Hein. Donc là, c'est le réaménagement complet d'un tiers-lieu, d'un espace de travail, de coworking près de Nantes. Là, on a fabriqué tous les éléments et toute la scénographie d'une exposition qui a eu lieu à Dunkerque. Vous voyez là les petits éléments qu'on voit dépasser. Là, en fait, c'est une exposition ludique qui apprenait aux enfants la ville, comment la ville fonctionne. Et le tapis que vous voyez rond avec tous les éléments en métal, en fait, c'est des sons. Et les enfants mettaient leurs mains sur les plots de métal, et il y avait un bruit différent qui sortait, et un bruit de la ville. Ce qui est intéressant là, c'est que il y a beaucoup de savoir-faire, mais notamment pour peindre, en fait, on a des artistes et notamment des street artistes dans nos ateliers, et en fait, c'est eux qu'on a fait bosser pour que la peinture soit nickel, parce que comme ils savent bien peindre, utiliser les bombes, ça permettait de réaliser des installations au niveau demandé. Ça nous arrive de faire des projets qui ne sont pas dans l'art ou le design, mais qui sont intéressants pour nos résidents, parce que là, c'était pour Nike. Et on ne connaît pas tous nos résidents ont envie de bosser un jour pour cette marque. Et là, on a créé des installations qui permettaient aux clients, aux consommateurs Nike, de pouvoir jouer à des jeux vidéo avec leurs pieds. Voilà, c'est des bandes d'arcade, mais au lieu de bouger avec les mains, c'est avec leurs pieds. Donc c'était avant le Covid, mais ça aurait été nickel là, pour cette période. Aujourd'hui, on a 6 manufactures. Montreuil depuis 2012, Marseille depuis 2018, on a ouvert à Nantes en 2019, au Puy-en-Velay en 2020 et à Ouascal, donc à côté de Lille, en 2021. Pour vous expliquer un peu plus, alors je ne sais pas où est la vidéo, moi je la trouve, parce que je ne suis pas habitué au PC. Je vais vous passer une petite vidéo qui dure que 5 minutes, qui vous explique un peu plus précisément l'ambiance de nos sites. Donc en 2020, effectivement, on a eu la chance et l'honneur d'être lauréat du prix Bettencourt, et donc c'est la vidéo que la fondation a réalisée pour montrer ce qu'on fait.
Donc du coup, comme il n'y a pas de son, en fait, c'est pour vous montrer en fait, à quoi ressemble. Là, on est à Issy-Montreuil, et donc on montre un peu les ateliers. Donc du coup, il y a des espaces, en fait, à la fois, il y a des espaces qui sont privatifs, où les résidents ont leurs ateliers et peuvent travailler et peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a plein d'endroits collectifs, en fait, notamment pour les ateliers avec les machines qu'on va voir, en fait. Donc il y a des espaces de réunion, voilà, des zones collectives où les résidents peuvent se retrouver. Là, on arrive dans le pôle design. À l'époque où tu étais venu, Frédéric, c'était l'atelier c'était le coworking. Il y avait 40 graphistes qui travaillaient dedans. C'est devenu un atelier on appelait le pôle design, mais c'est matériaux souples. Donc c'est pour le travail du cuir, du textile, de la céramique, du bijou. Et dans cet atelier, il y a, voilà, on voit des machines qui datent du XXe siècle et XXIe siècle et d'autres qui datent du XVIIIe, en fait. Et ils mutualisent, en fait. Donc ils ont chacun leur zone, mais ils partagent les machines et en fait on a un moyen pour les aider en fait, on a des applications et ils réservent les machines. Il faut savoir que même un menuisier qui a son atelier à lui, il n'utilise jamais tout le temps ces outils. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui des artisans qui se lancent ou qui sont dans leurs premières années d'activité achètent des machines, même s'ils pouvaient, quoi. Donc du coup, nous, on a tous les outils, tous les machines qu'il faut et ils les réservent par des créneaux de 2 heures, de 4 heures. Et on n'a pas de problème, en fait, d'embouteillage. Donc il y a à peu près une manufacture, c'est à peu près une centaine de résidents et d'abonnés. Mais comme c'est tous des professionnels, en fait, il y a à peu près 40% qui sont là au même moment, parce que les 60 autres %, ils sont sur des chantiers, où ils sont dans la réunion, où c'est des réunions clients, où ils travaillent avec des fournisseurs à l'extérieur. Donc voilà, le mix un peu de tout un tas de collaborations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une découpe laser, hein, ça permet de graver. C'est la machine la plus utilisée dans nos sites. Il y a à peu près que 10% de nos résidents qui savent l'utiliser quand ils arrivent dans nos manufactures, mais ils se forment tous à cette machine, parce qu'en fait, il faut que quelques heures pour pouvoir maîtriser un peu l'utilisation de cette machine. Là, on est dans l'atelier métal. Donc du coup, dans une manufacture comme la nôtre, il y a systématiquement plus ou moins 400 mètres carrés dédiés au bois, plus ou moins 100 à 200 mètres carrés dédiés au métal. Le bois, c'est 600 mètres carrés, pardon. Le métal, plus ou moins 200. Il y a à peu près 200 mètres carrés dédiés aux matériaux souples. Et après, il y a des zones partagées, des zones collectives, restaurants, boutiques, showrooms, galeries et salles de formation. Et en fait, plutôt que de créer un énorme lieu à Paris, à un moment qu'on a décidé de se développer, on s'est dit, ben voilà, la France est un pays où il y a des savoir-faire partout en France, spécifiques à des régions ou à des territoires. Donc plutôt qu'en créer un grand à Paris, on va créer un réseau de tiers-lieux de production, de manufacture en France. Et il faut que chaque manufacture qu'on crée amène une nouvelle discipline, un nouveau savoir-faire qu'on n'a pas dans les autres sites. Donc Marseille, ici Marseille, c'est tout ce qui est menuiserie et charpenterie et serrurerie de marine liée à la mer. Nantes, c'est la verrerie et les matériaux composites. Ouascal, ça va être la céramique. Le Puy-en-Velay, c'est le cuir. Voilà, on réfléchit comme ça. Alors après, je vais essayer de retourner sur... J'ai reçu une formation. Ce qui était plus que intéressant avec le prix Bettencourt, en fait, c'est que nous, ça faisait 8 ans qu'on existait et on n'arrivait pas à nous mettre dans des cases. On disait, voilà, vous êtes à la fois dans le numérique et dans l'artisanat d'art. Depuis qu'on a le prix Bettencourt, plus personne ne se pose la question de savoir si on est dans les métiers d'art ou pas. C'est la fondation qui a décidé, donc du coup ça nous a amené une reconnaissance en fait qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et une fierté de nos résidents et notamment le fait qu'on arrive à créer, ce qui est très important, on arrive à créer des groupes de travail et de collaboration entre artisans d'art lauréats de la fondation et nos résidents. Donc nos résidents forment les lauréats de la fondation Bettencourt au numérique. C'est super.
Donc pour expliquer une manufacture, donc en gros c'est 80 à 90 emplois, les emplois créés par les résidents qui sont dans le site, mais nous on embauche des formateurs aussi. Il y a à peu près 50 savoir-faire par manufacture. Au total, on a 110 savoir-faire différents. 2 tiers sont dans les métiers d'art. Et chaque manufacture reçoit à peu près 300 apprenants par an dans nos différentes formations. Voilà, donc je vous ai mis des photos de machines. Donc on est dans de la production artisanale, donc on a des grosses machines, mais ça reste de la production, c'est des pièces uniques ou des séries de 6 à 10 maximum, pour rester dans l'artisanat d'art. On n'a pas du tout envie d'aller vers plus loin, ou l'industrie, c'est pas des domaines qui nous intéressent, même si on travaille avec des industriels sur leur maquettage. Puis il y a des zones, là je vous mets des photos de zones, voilà, des ateliers privatifs, des espaces pour les artisans. Forcément, comme on est au XXIe siècle, qu'on a beaucoup de déchets, ben, on place tout ce qui est éco-conception, éco-fabrication, gestion des déchets, tri, recyclage au cœur de tout. On n'arrive pas à tout retraiter, mais en fait, aujourd'hui, on a une vue précise du type de déchets qu'on a, des volumes, des réutilisations qu'on peut avoir par nous-mêmes ou avec des partenaires. Donc on travaille notamment beaucoup avec l'ADEME, qui est l'agence nationale qui s'occupe d'aider à ce qu'il y ait moins de déchets dans le monde économique, on va dire, c'est comme ça, pour résumer. Bon, on a aussi, dans chaque manufacture, on a un showroom, galerie, espace de restauration, très important, parce que du coup, ça permet de montrer d'organiser des expos, de montrer les créations de nos résidents. Et donc, on ouvre plusieurs fois par an pour les GEMA, pour des événements, pour des galeries. Voilà. On fait des événements. Je vous ai mis économie circulaire. Pour terminer, je vous voilà des détails sur chacune des manufactures qu'on a ouvertes. Donc Montreuil, depuis 2012, fait 1800 m². Marseille, c'est 3500 m². Depuis 2018, il y a un peu plus de 100 résidents à Marseille. On est dans le sud des quartiers nord, donc dans un quartier assez difficile. Et ça fait 4 ans qu'on s'est implanté dans un quartier que la ville va refaire complètement. On est les premiers à s'être implantés. Et ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment dans lequel on devait être, c'était un bâtiment provisoire. Il devait nous relocaliser dans 500 mètres à côté. Et en fait, la ville, les élus, les remèdes se sont aperçus que ça prenait tellement bien qu'en fait, ils ont changé le plan d'urbanisme pour nous laisser dans le même bâtiment. Donc, voilà. Nantes, on est dans une ancienne caserne. On va ouvrir à Paris. Alors, on a perdu 2 ans à cause de la crise sanitaire et tout. Donc, rue Ordener, en fait. On va commencer en préfiguration avec 300 ou 400 m², mais dans 3 ans, on aura 3000 m² en fait. Et là, ça sera vraiment dédié aux artisans d'art d'excellence. On va ouvrir dans le Morvan, donc en plein cœur du Morvan, dans un village de 1500 habitants au mois de juillet. Et on va ouvrir aussi en 2020, ça sera plutôt 2025 en fait. On s'est associé avec le président du conseil d'administration du Palais de Tokyo pour ouvrir une manufacture dédiée aux artistes numériques qui va ouvrir aux 45 rue de Sévigné dans Paris. Voilà. Donc en résumant, les tiers-lieux en fait, permettent en fait, de créer des collaborations entre professionnels principalement, même s'il n'y a pas que, de plein de disciplines. Et nous, on s'est spécialisé dans l'artisanat d'art et on essaye d'attirer de plus en plus des artistes en fait, et des galeristes pour créer, voilà, collaborer ensemble. Voilà. Merci. Première question, comment se fait le choix d'une ville? Est-ce que c'est une demande d'une ville ou c'est vous qui choisissez par rapport à un territoire, notamment à du bâti, parce qu'il faut vous installer dans un espace? Ça se passe comment, le choix d'une ville? En fait, quand on voulait se développer, on avait choisi Bordeaux et Lille, mais en fait, c'est des aménageurs privés qui sont mandatés par les villes pour réaménager des quartiers. Donc en gros des promoteurs, des Bouygues, Eiffage, les grosses boîtes de l'immobilier, qui réaménagent des hectares en ville. Donc si on prend l'exemple de Paris, rue Ordener, c'est 6 hectares. Et en fait, la ville leur dit, voilà, moi la ville lance un concours, et avec une volonté de programmation, en fait.
Et dans les quartiers où on va, c'est que c'est les élus, quoi, la ville, la collectivité qui a dit, dans ce quartier-là, on veut relancer de la production, on veut remettre des artisans. Donc du coup, le promoteur nous contacte et nous dit, voilà, on a gagné un quartier, la ville veut ça, est-ce que tu veux créer un ici Bordeaux, un ici Angers, un ici truc? Voilà. Puis du coup, c'est des négociations avec les promoteurs et des partenariats avec le promoteur et une ville ou une collectivité. Ok, merci. Y a-t-il des questions? C'est moi qui gagne. Oui, pour aller plus loin sur le modèle, là, c'est des labels dans les autres endroits en France, ou c'est carrément une filiale, enfin comment ça fonctionne? Pour l'instant, c'est les établissements secondaires. Ouais. Donc du coup, c'est la même structure. Donc nous, on est comment on va appeler ça, on est une entreprise et qui est labellisée de l'économie sociale et solidaire. Donc on est à but lucratif, mais avec une lucrativité limitée. Et pour l'instant, tous les sites qu'on a ouverts, en fait, c'est des établissements qui nous appartiennent à 100%. Mais c'est pas une volonté, en fait. Là, on discute avec des partenaires pour en ouvrir avec d'autres. Et on va en ouvrir un à Sèvres, là, pour l'annoncer la semaine prochaine. Mais du coup, c'est pas nous qui investissons. En fait, c'est un conseil général qui nous a demandé d'ouvrir, de gérer un site pour eux. Le site de la Cité des métiers d'art de Sèvres? Non, c'est un autre. Ouais. Et on a ouvert un site au Puy-en-Velay dans un centre AFPA pour essayer de trouver un prototype de manufacture qui pourrait se développer dans des centres AFPA qui se portent mal. Voilà. Donc, moi, ma question portait sur l'aménagement intérieur des manufactures, et je voulais savoir si on ressentait aussi ce travail de collaboration avec les choix d'aménagement des manufactures, si dès le début de l'utilisation de cette manufacture, si les artisans devaient faire en sorte d'aménager l'espace eux-mêmes, ou est-ce que c'était... Enfin, je voulais juste savoir s'il y avait ce travail collaboratif dans l'aménagement des espaces. Oui, parce que du coup, nos archis, c'est des archis qui sont résidents de nos sites. On choisit systématiquement un résident, donc pour la partie architecture et style, on va dire, et parce que du coup ils connaissent en fait l'intérieur et le fonctionnement, et tous les aménagements intérieurs sont sous-traités à nos résidents. Donc en fait on paye, on a un budget, on paye les premiers résidents qui s'installent dans une de nos manufactures pour aménager. Donc pour fabriquer à la fois le cloisonnage, le mobilier, les établis, les chaises, les bancs. Et en fait, on met 2 ans à 3 ans à chaque fois pour aménager. C'est-à-dire que volontairement, on commence par mettre les machines pour le bois et le métal. Une quinzaine ou 20 résidents s'installent. Et sur 2 à 3 ans, on aménage petit à petit. Parce qu'en fait, même si on a des plans d'archi précis, avec l'usage, on s'aperçoit qu'on n'a pas laissé assez de place à droite pour la machine à bois, que la prise de courant qu'on avait mis en haut 2 mètres, il faut la déplacer de 3 mètres. Voilà. Donc tout est aménagé, conçu. Nos aménagements sont conçus et aménagés avec nos résidents systématiquement. Moi, j'avais une question entre guillemets très concrète. Je suis un particulier ou une administration, je veux faire construire des éléments de scénographie ou des éléments de meubles. Est-ce que je dois contacter un mec ici, ou je contacte quelqu'un un entrepreneur qui dépend de mec ici? Est-ce que vous avez une centrale de commande, si je peux dire, ou alors on doit passer par les résidents ou les entreprises qui sont à l'intérieur, ou les deux? En gros, un tiers du chiffre d'affaires de nos résidents vient de leur réseau à eux. Un tiers, c'est entre eux, c'est-à-dire que quand ils se trouvent dans un site, en fait, ils discutent et ils se rencontrent et ils connaissent leurs collègues d'atelier. Et en fait, entre eux, ils se sous-traitent des projets. Ce qui fait qu'on a dans nos manufactures des résidents en fait, qui développent un réseau, qui sont capables de bien trouver des clients, de bien négocier. Et puis on a des résidents qui veulent surtout pas avoir de clients, surtout pas négocier de devis, et qui ne travaillent que pour d'autres résidents. Et il y a à peu près un tiers qui qui sont des projets à nous. Et donc du coup, quand on est contacté sur un projet, si en fait que ce soit une entreprise ou un particulier cherche un seul savoir-faire,
bah, du coup on l'oriente vers un menuisier par exemple ou un serrurier. Par contre dès que c'est multi-savoir-faire, donc c'est là, ça passe par nous et c'est nous qui montons l'équipe. Et après quand c'est grosses structures, ça passe par nous parce que du coup, que ce soit public ou privé, ils ont besoin de... Voilà, il faut signer des contrats, il y a un process. Par exemple, à Marseille, on fabrique des prototypes de cockpits d'hélicoptères. Du coup, là, ils ont besoin d'une... Ils ne vont pas référencer un auto-entrepreneur. Y a-t-il une question ? Moi j'en avais une sur le choix des résidents et sur... pardon, j'ai pris la parole de quelqu'un. Sur le choix des résidents et sur le turnover, c'est-à-dire est-ce que quand on rentre dans une des résidences ici, on a un temps où on peut rester ou bien ça peut durer très longtemps ou c'est juste lié à l'installation et puis est-ce qu'il y a... Alors, du coup, en fait, ils ne signent pas de contrat de bail, c'est des abonnements. C'est comme dans un club de sport, en fait. Et l'abonnement minimum, la durée minimum, c'est 3 mois. Et après, en fait, ils peuvent partir quand ils veulent. Il y a un préavis d'1 mois. Donc ils peuvent partir quand ils veulent, mais nous aussi, on peut les faire partir si jamais il y avait une problématique humaine. C'est arrivé peu, hein, en 9 ans, on en a fait partir qu'une dizaine, je crois. Et donc du coup, il n'y a pas de sélection. Et ça veut dire que, est-ce qu'ils restent très longtemps ou est-ce qu'il y a naturellement, au bout de 2-3 ans, ils s'installent par eux-mêmes ou est-ce que ça peut être les mêmes résidents qui sont là depuis l'ouverture ? Ouais, bah alors du coup, à Montreuil, parce que c'est là où on a le plus de recul, en région parisienne, la durée moyenne, c'est 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. Bon, les 2 dernières années sont un peu atypiques à cause du confinement. Et on va dire qu'il y en a à peu près 15%, 10 à 15% qui bougent par année. Et on s'aperçoit qu'en province, il y a moins de départs en fait. Voilà, dans les sites à Marseille, à Nantes, là on commence à avoir un peu 2 à 3 ans de recul. Il y a moins de départs. C'est-à-dire que Nantes, ils sont 42, ça fait 2 ans que je sais pas, il y en a en 2 ans et demi, je crois qu'il y en a que 3 qui sont partis, quoi. Et à Marseille, c'est pareil, ils ont du mal à partir. Du coup, vous pouvez augmenter votre capacité d'accueil ou il y a des listes d'attente ? Non, c'est compliqué. En fait, le bois, le métal, liste d'attente. Par contre, tout ce qui est matériaux souples, on va dire, tout ce qui est plutôt design, style, là, en fait, on a moins d'attente. Mais du coup, on a modifié nos abonnements pour qu'on puisse attirer plus ces profils-là. En fait, on avait un seul abonnement. Qui était le même. On s'est quand même aperçu avec le temps qu'il y avait les gros utilisateurs, là, les menuisiers et serruriers qui ont besoin de grosses machines, qui ont besoin de beaucoup de plein de places, qui ont des gros volumes de matière, de déchets. Et on a les autres, les petits, qui utilisent des petites machines, qui ont peu de stockage, peu de déchets. Donc du coup, maintenant on a 2 abonnements, quoi. Donc un abonnement qui est autour de 400 €, on va dire, pour les gros là. Et un abonnement qui est plutôt autour de 200-220 € pour les petits. Donc on pense que ça va mieux marcher, parce qu'en fait, et parce que du coup, ils ont besoin, mais c'était trop cher en fait. Un menuisier, un serrurier, même un abonnement à 400 €, ça représente même pas 10% de ses charges annuelles. Parce que du coup, il a des gros projets, il fait beaucoup de chiffre d'affaires. Alors qu'une céramiste, une styliste et autres qui vend directement qui créent des collections qui vendent directement au client final. En fait, ces 3 premières années, le chiffre d'affaires est très réduit. Donc du coup, même 200 € par mois, ça peut représenter 10-20% de ses charges. Donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de créer ces 2. Voilà. Et surtout, c'est parce qu'on ne voulait pas devenir juste des manufactures de menuiserie et de bois et de métal, quoi. Dernière question ou pas? Bon, merci beaucoup Nicolas Barre et on finit par la dernière intervention. Merci. Et donc pour notre 3e invité, nous avons donc la chance de pouvoir entendre ici Frédéric Pin, qui est donc, alors je commence par la fin, je commence par le début, aujourd'hui la directrice de l'École nationale supérieure de la création industrielle, l'ENSI des ateliers, qui est, je pense, la grande école, enfin il y en a d'autres qui sont des très grandes écoles et qui sont superbes, mais qui est la grande école du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie.
et qui est un marqueur fort, en tout cas, de la création industrielle du design français. Donc Frédéric, après avoir passé 20 ans chez Alcatel-Lucent et au sein du Bell Labs comme directrice de recherche, a ensuite été directrice de Strat, l'école de design, en tant que directrice de la recherche et de l'innovation, puis directrice du campus de Paris. Et c'est aujourd'hui, en tant que directrice de l'ENSI et aussi membre du Conseil national du design, qu'on va pouvoir écouter cette intervention avec plaisir. Ben, merci beaucoup, en tous les cas, à m'avoir invité pour pouvoir partager ma passion de cette très belle école et de son modèle. En réfléchissant au sujet avec lequel on avait discuté, Marc, je l'ai réorienté parce que finalement, effectivement, cette question du collectif peut se voir sous plein d'angles différents. Et le micro, je sais que je suis pas très grande, moi. Je vais me tenir droite, ça me réchauffera, vu qu'on est les fenêtres ouvertes. C'est mieux comme ça. Et donc déjà la réflexion sur le collectif, on le voit bien avec la présentation qu'a faite Nicolas du développement incroyable de ce qui était au départ un lieu et maintenant carrément une institution, on pourrait presque dire. C'est qu'effectivement cette dimension du collectif a pris énormément d'ampleur ces dernières années, une espèce de retour au collectif, et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous donner à voir la réflexion sur le collectif sur 3 angles. Sous l'angle du collectif ENSI, qui lui-même est un angle extrêmement intéressant, voire par rapport à une école. Sous l'angle du design, faire projet, c'est la dimension du collectif qu'on porte quand on fait du design. Et sous l'angle, je dirais, un peu pompeux du 21e siècle, c'est un angle peut-être, on va dire, européen, économique, ou en tous les cas l'angle de la société. Déjà, je voulais démarrer avec un petit point festif. Je vous souhaite une bonne année à tous, c'est le début d'année, mais aussi pour nous c'est une année particulière et singulière puisqu'on va fêter nos 40 ans. Donc c'est à la fois étonnant parce que c'est très jeune et en même temps, vu le modèle complètement atypique de l'école, c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire que 40 ans après, le modèle fondateur de l'ENSI tel qu'il a été créé et pensé il y a 40 ans est exactement le même qu'aujourd'hui. Et ce modèle du collectif ENSIen dont je vais vous parler est exactement le même modèle que ce pourquoi il a été pensé dans un siècle qui était le 20e et non le 21e. Donc c'est dire si le côté précurseur peut durer dans le temps et être encore plus vivace et intéressant aujourd'hui. Alors il va vraiment falloir me donner une idée du temps parce que je peux être très bavarde. Donc le travail que je vous propose de faire aujourd'hui ensemble, c'est d'aller investiguer cette dimension du collectif. Et la reformulation que je vous avais proposée pour cet entretien, c'est de dire qu'effectivement, la notion du collectif de travail et la force qu'on peut puiser dans un collectif de travail, eh bien c'est quand on a cette capacité de créer une alchimie entre les territoires d'expérimentation et un collectif apprenant. Il ne suffit pas d'être dans un territoire d'expérimentation, il faut aussi cultiver cette dimension-là. Et ça s'opère quand effectivement on travaille sur cette dimension du collectif qui est dans une dimension active de cette mise en œuvre du collectif. Alors l'ENSI, tout petit rapidement, je pense que c'est pas trop la peine de la présenter vraiment, mais sachez que l'ENSI, c'est une école créée en 82, qu'on a cette spécificité d'être une double tutelle, et pas le tutelle de l'enseignement supérieur de la recherche, bien que c'est une école de formation en 5 ans au grade de master, mais on a une double tutelle, culture et industrie, puisque le design est à la fois sur les 2 terrains en permanence, et c'est celui qui va créer un dialogue entre l'art et la technique, entre l'art et la science. C'est donc une école qui maintenant a des filières différentes, puisque 25% de nos 370 élèves aujourd'hui sont des élèves de formation continue, et vous allez le voir dans la dimension de ce collectif, je pense que c'est important d'intégrer aussi cette dimension de la formation tout au long de la vie qui est de plus en plus présente et qui font que les tiers-lieux sont très attendus aussi sur ce terrain-là. On en a parlé tout à l'heure de la reconversion, mais c'est aussi
le territoire de se former tout au long de sa vie, quel que soit l'endroit où on peut se situer, par exemple en France. Je n'irai pas trop plus loin sur les dimensions de cette école. Donc je vous avais proposé de faire cet exercice de réfléchir à ces dimensions dans lesquelles on s'inscrit quand on réfléchit à cette question du collectif. Et je vous propose de faire un état des lieux aujourd'hui avec vous sur dans quel monde on vit là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette dimension du collectif de travail est si attendue? Pourquoi est-ce que c'est très fructueux de travailler sur ces dimensions du collectif? Parce que je me suis dit ce serait intéressant de sortir un rapport de la CIA au mobilier national, peut-être inattendu. Enfin, le modèle N6, c'est ça aussi, c'est d'essayer de sortir du cadre et de voir les choses différemment. Pourquoi je sors le rapport de la CIA? Donc ce rapport, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le rapport qui est donné au président des États-Unis quand il rentre en investiture. La CIA fait un rapport prédictif sur, dans 20 ans, quels seront les grands enjeux mondiaux qu'il faut regarder de près. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans cette réflexion de montrer ici, c'est que de toute façon, tout ce qui est sûr, prévisible, c'est qu'en fait, ce ne sera pas du tout prévisible. Donc on est vraiment dans cette dimension. Là, je vous ai cité les axes qui sont cités dans ce rapport: renaissance des démocraties, un monde à la dérive, les coexistences compétitives, des silos séparés, tragédie et mobilisation. Ça, c'est les champs de... Paradoxalement, le dernier champ est le champ le plus joyeux, puisque c'est celui, le dernier axe stratégique de développement prospectif, tragédie et mobilisation. C'est le fait de dire que les ONG et tous les tiers-lieux qui, eux, sont complètement engagés et mobilisés sur le développement durable ont une voix et finissent par arriver à faire influencer et infléchir les politiques des grandes puissances mondiales. Donc on ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même le dernier axe. Donc vous allez voir pourquoi je vous donne à voir ce type de sujet, parce que ça nous permet de nous ancrer en disant, quand on parle d'un collectif, on parle aussi de ceux qui sont dans le collectif. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le collectif, pourquoi on a cette appétence de ces gens qui sont rassemblés dans un collectif? C'est parce qu'ils sont aussi à l'intérieur de ce système qui est quand même pas rassurant, qui est complexe, qui nous donne à voir un monde qui est fini, qui nous donne à voir des sujets qui, surtout dans l'univers du design, du geste, des métiers d'art, un monde métaversé, IAisé, donc très digitalisé. Donc, quelle est ma place, moi, dans ces univers-là? Et puis, effectivement, une place qui nous pose question sur quel individu je suis versus les individus. Et c'est vraiment en ça que les collectifs de travail aujourd'hui peuvent prendre une vraie place et sont très fructueux pour, je pense aussi, nous donner la possibilité d'être beaucoup plus en capacité de répondre positivement aux enjeux de demain. Et donc on en est à aujourd'hui effectivement un passage du 19e, 20e, aujourd'hui 21e, sur effectivement une évolution radicale. Et donc là, sur la prise de conscience de ce monde, donc sur ces deux enjeux, hyper numérisation et hyper catastrophisme, je dirais, sur le monde fini. Et donc, je trouvais ça intéressant de positionner aujourd'hui pourquoi est-ce que le modèle de l'ENSI est un modèle qui permet le rebond, qui permet de voir les choses différemment et de se rendre un peu plus acteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Exactement comme on va le voir aussi dans toutes ces dimensions et ces demandes qui sont faites aujourd'hui de faire du collectif. Et c'est pour ça qu'on a des formations qui aujourd'hui se structurent avec cette notion clé de il faut faire collectif, et on va aussi avoir des formations où on structure à l'intérieur ces formes de collectif. Donc il n'y a pas que moi qui en parle de tous ces sujets-là. Je me suis permis de citer Dieter Rams et en particulier de citer le Designing Design Education, qui est donc le livre qui est paru sur le design, l'éducation au design aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est sur la base d'une politique européenne qui vient d'être lancée, The Creative Europe, et que a lancé notre chère présidente de l'Europe, qui est Ursula
von der Leyen sur ce projet qui n'a pas eu autant de retentissement qu'attendu en France sur ce projet de New Bauhaus européen qui pose les bases effectivement d'un faire commun sur ces dimensions du Green Deal, mais aussi de l'esthétique comme référence et capacité à faire commun et donc à faire collectif commun. Donc on passe d'un monde où effectivement form follows function, on passe d'un monde où effectivement l'objet parfait, la quête de l'objet parfait au XXe siècle va maintenant aller vers des dimensions beaucoup plus difficiles à saisir en termes de design. On parle de computational design, on parle effectivement énormément d'évolution de nos métiers de design. Et la preuve en est, je vais faire en permanence des rebonds avec ta présentation, Nicolas, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est un lieu où on a des artisans, des artisanats d'art, mais aussi du numérique. Le numérique est extrêmement présent. Donc la question aujourd'hui que je pose sur la table, c'est de dire aujourd'hui, avec ce monde qui est en perpétuelle évolution, très imprévisible et bouleversé, on a une forte quête de sens. Donc le défi aujourd'hui, c'est de créer des espaces de temps, de lieux, de relationnel pour que la création nourrisse la conception de réponses spécifiques et sensibles. Ces espaces, ce sont les fameux collectifs dont on entend aujourd'hui parler de plus en plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment passé d'un univers, en tous les cas dans l'univers de l'art et du design, des fondations même du design, qui est le Bauhaus, vers le New Bauhaus européen. Pourquoi c'est intéressant de le citer? Parce que dans son verbatim d'annonce de cette plateforme de création, eh bien, Ursula von der Leyen parle de cette notion du collectif, de créer un collectif européen pour refonder les bases d'une nouvelle Europe dynamique dans laquelle les gens collaborent. Donc on est vraiment sur ce filtre plutôt européen, mais là on voit s'opérer aussi cette volonté de refaire collectif. Donc là, je ne vais pas vous reciter ce qu'elle dit en ce sens, mais je pense que c'est très intéressant de donner à voir aussi qu'à l'échelle du local et à l'échelle du glocal, on va dire, on est vraiment sur cette réflexion de comment on peut recréer collectif. Ça m'amène à aller un peu plus profondément sur le filtre de l'école. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce collectif qui est parfaitement maîtrisé à l'ANSSI devient aujourd'hui est porteur de sens et a prouvé aussi en 40 ans d'histoire sa valeur. Pour moi, le design, c'est la science de la conception du sens, et là vous voyez que je fais un pont avec cette quête de sens aujourd'hui. Donc le sens, ce qui est très intéressant dans le mot sens en français, et ça c'est pas traduisible aujourd'hui, c'est qu'il évoque deux univers complètement qui peuvent être parallèles, mais qui aussi se rejoignent quand on fait projet en design. Le sens, c'est à la fois une direction, c'est extrêmement pragmatique, ça se décrypte, il y a un début, il y a une fin, il y a une route, on peut la calculer, etc. Donc on est vraiment dans la dimension de la technique, de la technicité, du calcul et du but à atteindre. Mais le sens, c'est aussi la perception. Ça ne se détourne pas, ça ne se calcule pas, ça s'observe, ça essaye de s'en rapprocher. On est sur le territoire des imaginaires, sur le territoire du sensoriel, sur les territoires de l'humain, de l'humanité. Et ce que fait le design, c'est rejoindre les deux pour effectivement travailler de concert, faire projet et proposer des solutions qui vont, ou des manifestations, des expériences qui vont aller dans cette dimension du sens. Et ce que apportent les collectifs, c'est cette façon de créer du sens et de travailler ensemble sur cette conception du sens. Alors le modèle hensien, c'est le modèle de la culture d'un collectif par la singularité. Donc de tout temps, l'ANSSI s'est créé sur un modèle de permettre d'avoir une école qui n'en était pas une, qui va mettre l'élève au centre de sa pédagogie, et donc de permettre à l'élève de se déployer lui-même sur ses propres volontés d'apprentissage. Et donc il va faire projet et donc aller à la rencontre des enseignements dont il a besoin. À l'ANSSI, une habilitation bois, apprendre à utiliser des machines-outils bois, métal, faire du maquettage, s'intéresser au tissage, ne va pas se faire au même moment dans la scolarité. Nous avons effectivement dans le modèle hensien
une construction de parcours individualisés par élève. Donc ça veut dire qu'on a 350 élèves, 350 parcours individualisés. La notion même de, on appelle ça des troncs communs, n'existe pas à l'ANSSI. Ce qui m'amène à vous expliquer que ce modèle-là n'est possible que si le collectif est solide, que si un collectif de travail s'opère pour que ces dimensions-là d'individualisation d'un parcours d'élèves fonctionnent bien. Et donc, on se retrouve avec une dimension d'une école qui s'est construite sur cette singularité d'être toujours à l'écoute, de développer avant tout un talent individuel grâce à la puissance d'un collectif. Le collectif, ce n'est pas que les élèves qui travaillent ensemble sur des projets, mais c'est l'école elle-même, l'établissement, la marque, les partenaires qui sont avec l'école, et puis l'équipe. L'équipe enseignante et les administratifs forment le collectif ANSSI. C'est la singularité même de cette école. Donc on a effectivement un format Bac+5 où on n'a pas de notion de promo. Donc tous les cours, tous les projets, on mélange systématiquement la seniorité des élèves, quel que soit leur arrivée, niveau de seniorité dans l'école. Le concours d'entrée ouvre les portes à n'importe quelle personne qui souhaite passer le concours, je dirais de 7 à 77 ans, mais en tous les cas, il faut avoir au moins le bac pour passer le concours, mais qu'on ait 18 ans ou 60 ans, on peut passer le concours de l'ANSSI et intégrer l'ANSSI. Ça, c'est les fondamentaux. On reviendra sur les critères de ce qu'est un bon collectif, ce que je dirais, j'ai pu observer dans ce format d'école, mais c'est inédit au monde d'avoir ce type de structure. C'est-à-dire que des formats de fonctionnement de collectif en mode apprentissage pour apprendre dans les écoles, ça existe sur des formats courts, en projet, sur 6 mois, on réunit des équipes, on fait plurigénérationnel, seniorité. Sur des dimensions sur 5 ans, c'est inédit. Ça n'existe pas et ça fait 40 ans que ça fonctionne ainsi. Et ça marque effectivement beaucoup le territoire et le paysage de nos designers aujourd'hui français, puisque ça a marqué, ça fait preuve aujourd'hui que c'est un modèle qui marche bien. Donc c'est un lieu d'expérimentation de la création industrielle. Je peux bouger un peu l'écran, ça pose pas de problème. Donc comme je vous l'ai dit, ce collectif ANSSI, sa spécificité, c'est qu'elle s'est fondée sur des dimensions d'école qui n'en est pas, de pionnière de l'enseignement design en France, évidemment, vous le savez, à la frontière de l'artiste et de l'ingénieur, un élève au centre du processus apprenant, comme je vous l'ai dit, un lieu d'avant-garde, pédagogie par projet, mais ça, c'est des dimensions du design. Et aussi, surtout, cette capacité de se dire on peut faire collectif quand on mélange les types de profils. 40 ans après, la pédagogie par projet, qui était très nouvelle sur le paysage français il y a 40 ans, s'est très bien installée dans le paysage de l'éducation au design aujourd'hui. On le voit bien, puisque on a parlé aussi avec Monsieur Valéran de cette dimension de projet, c'est même dans le titre de votre master, donc à rajouter, il y a même faire projet est quelque chose de très important. Le fait que le design, c'est faire collectif, est aussi très bien intégré, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'épreuve du design n'est pas une épreuve individuelle et qu'en faisant collectif, on va effectivement faire projet de design. Maintenant, le sujet, il est bien de traverser ce collectif à l'aune des enjeux d'aujourd'hui. Dans 20 ans, ce sera déjà trop tard, on sera dans un monde à plus 3 degrés. Il y a des nouveaux champs qui sont arrivés, qui pénètrent les univers du design, qui montrent bien que le collectif est un sujet hyper prégnant dans la constitution de ce que fait collectif. C'est-à-dire quand on parle de design des politiques publiques, quand on parle d'innovation par le social, ces dimensions-là, ce n'est pas un objet qu'on va produire. C'est une relation aux autres, c'est cette capacité de faire citoyen, c'est des enjeux de politique publique, c'est des créations de politique publique, c'est des champs qui se développent de plus en plus, qui vont passer quand même par ce besoin de se retrouver ensemble, et on est aussi dans ces univers-là quand on parle du design et des nouveaux modèles économiques durables sur lesquels on doit travailler. Ces nouvelles formes de développement du design sont possibles si effectivement on a fait constituer un corps social qui est opérant pour réfléchir et travailler ensemble.
Alors, ça passe plus. C'est fini. Faire comme ça. C'est bon. Je vais passer sur... Donc en fait, j'ai fait l'exercice de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la construction d'un collectif, quels sont les critères qui nous permettent de donner à voir et de réfléchir sur cette dimension de c'est quoi les valeurs aujourd'hui d'un collectif. 40 ans d'expérience de fonctionnement de tout un établissement, d'une école qui fait collectif pour former, être en forme d'apprentissage sur un métier qui est celui de la création industrielle, qui a beaucoup évolué, comme je vous l'ai dit. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'on peut voir ici, c'est effectivement les facteurs clés de succès la construction d'un collectif opérant. Donc bien sûr, on est ici dans une école, donc on va travailler sur les 3 axes qui sont la construction des savoir-faire, des savoirs, des savoir-être. C'est toujours cette articulation sur ces 3 axes, évidemment. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que la construction d'un collectif va s'appuyer sur des dimensions fortes, qui sont les dimensions vocationnelles, les dimensions d'engagement, la dimension de l'autonomie, de la responsabilité, et d'agir sur tout le scope des 8 intelligences émotionnelles. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas que sur la dimension des compétences, qu'on pourrait appeler hard skills, c'est-à-dire qu'on va décrire ta capacité à illustrer des idées, ta capacité à décrire un projet, à connaître telle technique dans l'atelier bois, bien connaître les matériaux, etc. On a aussi des dimensions qu'il va falloir regarder plus précisément sur d'autres types de dimensions qui vont être ce qu'on pourrait appeler les soft skills, mais que moi j'appelle aujourd'hui les hard skills, parce que ces dimensions de responsabilité, d'autonomie, d'intelligence émotionnelle sont de plus en plus des sujets hyper importants à intégrer quand on veut constituer un collectif apprenant. Les collectifs à l'ANSSI sont, comme je vous le disais tout à l'heure, constitués pour permettre un parcours individualisé de l'élève, permettre d'accompagner plutôt que avoir un passage obligé. Et cette dimension de l'accompagnement, elle est clé aussi. C'est-à-dire que les collectifs, pour qu'ils fonctionnent bien, ils sont accompagnés. Il y a des animateurs, il y a des coachs, voilà. Mais ce ne sont pas forcément des enseignants descendants. C'est-à-dire c'est effectivement s'opère là une pédagogie que j'ai appelée une pédagogie par projet, entre pairs, où là effectivement va s'opérer un transfert, une collaboration, comment on dit, transversale plutôt que descendante. Donc ici, la constitution d'un collectif qui me semble très important à considérer aujourd'hui, c'est des collectifs qui sont intergénérationnels, qui sont interdisciplinaires et intradisciplinaires. Donc ça, c'est hyper important de bien citer cette dimension-là. En particulier dans l'art et le design, on peut être interdisciplinaire en faisant travailler des ingénieurs, avec des artistes, avec des designers, avec des sociologues, mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui intéresse aussi beaucoup c'est les collectifs qui sont très puissants, c'est de travailler intradisciplinaire, c'est-à-dire dans la même discipline, mais formés dans d'autres écoles. On va aller faire travailler des artistes qui ont été formés à l'école Boulle, à l'école à l'ANSSI, aux Beaux-Arts, etc., ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intradiscipline. Et cette intradiscipline a aussi beaucoup de valeur. La transmission par pair, la hiérarchie des rôles à plat, alors c'est un peu étonnant de retrouver cette dimension-là ici, mais c'est un peu ce qui s'opère dans ce type de collectifs qui fonctionnent bien, qui sont des collectifs apprenants, c'est quand la posture du maître rejoint plutôt un partage de connaissances plutôt que je te donne un savoir. C'est toute la difficulté de ces pédagogues qui insèrent ces collectifs et qui vont plutôt, ce qu'on appelle la pédagogie inversée, de plutôt transmettre un savoir quand on est dans le faire, plutôt que transmettre un savoir linéaire descendant. Donc un autre point qui pour moi est clé dans la constitution d'un collectif apprenant, c'est l'importance du lieu. Le lieu physique, alors ça tombe bien après 2 ans où on n'a pas le droit d'être
sur des lieux physiques, mais la tangibilité du lieu est importante parce que tout simplement la relation à l'altérité est clé pour consolider les relations, parce qu'aussi, on en parlait tout à l'heure aussi, c'était, je ne sais plus qui a cité Picasso, qui disait que l'importance d'un lieu, c'est aussi l'importance de voir ce qui s'opère avec les autres personnes qui sont dans ce lieu. Donc moi, c'est ce que j'ai appelé la sérendipité créative. À l'ENSI, l'école a été créée sur cette dimension de pouvoir permettre partout dans l'école s'opérer la sérendipité créative. La sérendipité créative, c'est le rebond créatif, c'est voir et être vu, c'est je vois les projets s'opérer et en même temps que je les vois, je rebondis sur, ça me donne d'autres idées, etc. Donc les lieux sont clés. Il y a même eu des études à Harvard et à Stanford sur où s'opère dans les écoles cette dimension vraiment d'appartenir à un corps et de faire collectif. Finalement, ce n'est pas dans les salles de cours. C'est partout ailleurs. C'est dans les interstices, c'est dans les couloirs, c'est dans la cantine, c'est dans tous les autres lieux où peut s'opérer effectivement ce partage de connaissances. Donc un collectif, ce n'est pas qu'au moment où ils travaillent ensemble sur un projet, c'est aussi à tous les autres endroits où le collectif va habiter le lieu où il va apprendre. Donc ça, c'est un point extrêmement important. À l'aune effectivement du développement de ces écoles qui vont être de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'effectifs, ne pas oublier cette dimension des interstices qui va être clé aussi pour recréer effectivement de l'altérité et redonner corps à cette dimension des collectifs apprenants. Donc c'est vraiment, on est un peu aussi dans les enjeux de la théorie ancrée, mais j'irai pas plus loin, parce que je pense que je suis en train de dépasser un peu... et bien sûr, la dimension du collectif apprenant au sein de l'ENSI s'opère aussi dans ces fameuses représentations de l'atelier. Donc là, pour ne pas le nommer, on va dire l'atelier matière, l'atelier projet, l'atelier maquettage, évidemment. La figure de l'atelier est clé, mais ce que je voulais vraiment signifier ici, c'est que l'atelier n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de mettre des élèves ou de mettre un collectif ensemble dans un atelier, il faut qu'il y ait tout autour. Il faut qu'il y ait effectivement la possibilité d'habiter complètement, de bout en bout, de créer des expériences qui vont faire qu'on va permettre d'alterner le penser et le faire, aussi bien dans les endroits où c'est orchestré et les endroits où ça va se diffuser. Donc ça, c'est vraiment un phénomène très important qui s'est opéré depuis 40 ans à l'ENSI, puisqu'en fait, effectivement, à l'ENSI, il y a beaucoup d'endroits pour permettre la sérendipité créative. On est installé sur des plateaux pendant 6 mois. Les élèves sont dans une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est pas que juste pour leur permettre, effectivement, de venir quand ils veulent. C'est aussi à l'école, c'est parce que aussi... On sait que cette sérendipité créative est importante à cultiver. En phase diplôme, les élèves ont un bureau rien que pour eux, pour s'installer, en partage sur des plateaux. Il y a beaucoup d'écoles, de grandes écoles qui fonctionnent comme ça dans le monde, avec ces grands plateaux où tout le monde s'installe et où on vit dans le lieu où on fait collectif. Voilà, je vous l'ai dit, l'alternance du penser et de faire, cette notion d'alternance. Donc je vous ai donné le critère du lieu. Je pense qu'il y a un autre critère qui est clé aujourd'hui, qui est vraiment clé. Et là on a un enjeu, je pense, c'est une forme d'urgence à réfléchir à la question du temps aujourd'hui dans les espaces, en particulier pour faire collectif, parce qu'aujourd'hui on veut toujours aller très vite. Il faut que ça aille très vite. Voilà, on m'a demandé de faire des formations de design thinking en demi-journée, et si en plus en une demi-journée je pouvais former le formateur qui découvre la forme pour qu'ensuite il fasse de la formation, il dort même pas dessus. Donc on a atteint un stade où effectivement cette dimension du temps n'a plus de valeur, sauf que, et c'est là l'intérêt de se poser dans des espaces et de dire il faut un lieu, c'est qu'à partir du moment où on se pose dans un espace, on fait collectif. Et le temps va installer le collectif. C'est juste pas possible en 2 heures penser qu'on va installer une altérité, qu'on va être en relation avec l'autre, que les relations vont s'installer. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est une vraie dimension au XXIe siècle qu'il va falloir travailler
insister. Et le fait de rendre tangibles des lieux, des tiers-lieux qui vont s'installer, qui vont permettre aux gens de venir, ça nous permet aussi de réinstaller, de donner la valeur au temps qui est extrêmement importante. Le geste, faire mixer les différents profils dans ces lieux collectifs est un facteur clé pour moi de succès parce que voilà, un geste, ça prend du temps, ça se voit, ça matérialise le temps et pour moi c'est très important aussi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je peux juste finir, 3 minutes, d'accord. Je peux juste finir avec quelques figures qui ont parlé du collectif et qui ont parlé de ce pouvoir du collectif. Donc je citerai Patrick Bouchin, qui est le fondateur de l'école de l'ENSI, et qui, en créant l'ENSI, a tout de suite effectivement positionné la dimension du collectif au cœur de la création de l'école, qui est, lui, il en parlait ainsi, il disait l'enjeu est plutôt de créer le meilleur collectif pour répondre à une question, et donc plutôt que de se poser la question de savoir quel enseignement, qui, c'était vraiment d'abord et avant tout de créer un univers, un espace qui va pouvoir faire collectif. Donc ça c'était à l'origine de l'école et ça l'est toujours. Donc là, vraiment, l'objectif, c'était, moi, je vous ai listé toutes ces dimensions-là, comment, à l'époque, le collectif a été structuré, mais c'est toujours aussi d'actualité aujourd'hui de ce que vous pouvez voir ici sur les dimensions qui sont aujourd'hui fondatrices de l'ENSI et toujours aussi vivantes, et je pense encore plus vivantes à l'aune de ce que je vous ai montré dans les enjeux qu'on a à adresser aujourd'hui. Un autre verbatim d'une autre grande figure de l'ENSI qui est Nathalie Crasset, elle aussi a beaucoup parlé de ce collectif à l'ENSI et elle cite effectivement cette dimension du faire ensemble qui est la complémentarité que les uns et les autres vont créer dans ce collectif a été clé pour elle et vraiment quand elle parle de l'ENSI, elle ne parle pas d'abord des enseignements ou de ce qu'elle a appris, elle parle d'abord du faire ensemble et le faire ensemble comme facteur clé vraiment déterminant de développement de sa carrière et de sa vision du design. Donc en conclusion, je dirais que le collectif apprenant, c'est avant tout un état d'esprit et c'est pas du tout léger de citer cette dimension de l'état d'esprit parce que c'est compliqué de créer un collectif qui va avoir un état d'esprit. Donc il ne faut pas négliger ça. Il faut travailler sur des dimensions de confiance et d'engagement. On est sur des univers, des imaginaires. Il faut créer un langage commun. Il y a des processus continus. On est dans la dimension de la training, d'apprendre en faisant plutôt que de donner un cours. On est dans la pédagogie inversée, etc. Et donc, je voulais conclure sur un mot qui est pour moi très très important, un critère qui est très important, qui est un mot qui n'a pas une valeur très, très sexy, on va dire, c'est le mot bienveillance. Souvent, le mot bienveillance est perçu comme c'est gentil, et c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'en fait, le mot bienveillance, dans ces univers de collectifs où effectivement les profils se mixent, où effectivement il va y avoir différents niveaux. Et donc pour faire collectif aujourd'hui, il faut une sacrée dose de bienveillance. Il faut se mettre au niveau de tout le monde et accepter que l'autre sera différent pour pouvoir construire ensemble. Et cette dimension de la bienveillance, pour moi, est un facteur clé aujourd'hui aussi du XXIe siècle. Quand on parle de l'ENSI, et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec les gens de l'ENSI, mais souvent, c'est ce qu'il ressort. Il y a beaucoup de bienveillance à l'ENSI. Eh bien, c'est pas évident, même pour un pédagogue aussi, de se dire « Ok, je vais être bienveillant, là, ce qu'il a fourni, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait attendre, mais on va y aller. » Donc, il y a cette dimension de la confiance qui est toujours présente, et Dieu sait si on a besoin dans notre société de rétablir une confiance à tous les niveaux, avec la société, avec le gouvernement, enfin voilà. Mais la notion de bienveillance est un facteur clé pour moi de succès. Même un déterminisme très important pour que ça fonctionne, et d'être plutôt dans l'expérimentation que la notion d'essai-erreur. On entend beaucoup essayer plein de fois, être dans l'erreur. Je ne pense pas que ce soit ça vraiment le sujet, c'est plutôt de se dire ok, il faut accepter la notion d'expérimentation.
Voilà, donc tout ça, c'est faire système. Bien sûr, c'est assumer une utopie, mais une utopie qui va permettre de construire ensemble. Et donc, je vous le redis, c'est des gens avant tout, c'est des lieux tangibles, c'est une méthode, hein, faire projet, c'est un état d'esprit. Et puis, c'est l'alchimie, comme je vous le disais au début, parce que finalement, c'est ce lien invisible qui va se créer entre tous ces éléments qui vont faire que une communauté va être apprenante plutôt que résiliente. Là, je lance un autre sujet, mais je ne vais pas y aller. Oui, c'est bien d'être résilient, mais il faut surtout être apprenant, puisque la résilience, c'est plutôt une dimension de « ok, c'est bon, on a supporté, on rebondit sur des chocs qu'on a pu subir ». C'est pas le tout de rebondir, hein, c'est aussi de construire sur les échecs ou les essais, les erreurs. Et donc, c'est vraiment le sujet de l'apprenance, hein, de la communauté apprenante, qui est vraiment le facteur clé de succès d'un collectif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous propose des petites lectures sur... Merci beaucoup pour cette intervention. Sur la question du temps, c'est un sujet qui nous est sensible au milieu national et moins particulier, puisque la question du slow made a été évoquée ici il y a 10 ans maintenant. Et c'est vrai que le temps, qui était une valeur perçue comme négative, c'était comme retourner une chaussette, comment lui donner toute sa spatialité du temps, si je puis dire. Donc merci beaucoup pour évoquer tous ces aspects-là. Une petite question, peut-être, on voit bien que peut-être le processus pédagogique le plus intéressant, c'est de mettre la notion du réel au centre, réel des personnes, le réel des matériaux. Il y a une dimension que vous n'avez pas évoquée, c'est le réel des entreprises. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas que des projets entre guillemets intellectuels, ce sont des projets posés Absolument. Souvent par des entreprises. Donc peut-être cette dimension-là, l'évoquer pour dire voilà que c'est pas des doux rêveurs. Alors je vous remercie de me poser cette question parce que c'est la slide que j'ai retirée de la présentation, c'était celle avec tous les logos des partenaires. Je me suis dit bon non, peut-être pas, on va pas y aller. Donc effectivement le côté tangible, c'est effectivement le collectif, c'est aussi les projets et effectivement en design en tous les cas, faire projet, c'est aussi travailler avec des partenaires extérieurs. Qui nous donne à voir des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément et sur lesquels effectivement on peut avoir une collaboration ou une surprise ou des découvertes. Donc effectivement, faire projet, c'est aussi travailler avec des partenaires. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par projet, et les ateliers projets à l'ENSI ne se font qu'autour de partenariats, soit industriels avec des entreprises, des institutions. Je vous ai parlé de l'évolution du métier hein, sur la dimension des politiques publiques. Aujourd'hui, nos nouveaux partenaires, c'est les gouvernements, c'est les ministères, c'est les territoires. Voilà, on a un nouveau champ créé par un collectif de l'ENSI récemment, collectif de l'ENSI, hein, il se monte aussi en collectif. Et on n'a pas parlé de cette dimension-là, mais maintenant les structures économiques sont des collectifs. C'est le collectif du design municipaliste, hein, le collectif des nous, qui va travailler effectivement sur ces dimensions des créations de politiques citoyennes dans le cadre local, par exemple, des territoires et des mairies. Donc effectivement, la présence des partenaires dans ces lieux aussi, tangibles, hein, puisqu'en ce moment on a les rendus, ils sont tous dans nos murs. Et si la tendance, effectivement, on l'a vu, hein, c'est d'avoir de plus en plus de partenaires en résidence. En fait, on renverse la machine plutôt que d'avoir des artistes et nos partenaires qui viennent en résidence, parce qu'effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire collectif. Oui, peut-être un rappel historique, je crois que c'est la même année qu'il y a eu l'installation de la CESAP, mais aussi l'ANSSI qui a été contacté par le Mobilier national et le SGMAP, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, qui n'existe plus maintenant, et qui nous ont aidés à mieux se considérer, de mieux se voir comment le Mobilier national peut rentrer dans la modernité. Donc là aussi, ça a été, le partenariat MN-NC a été une première étape. Je suis trop bavard, moi aussi. Y a-t-il des questions ? Je voulais en savoir plus sur le parcours, là, parce que du coup, quand un étudiant rentre, comme c'est du parcours individualisé, il a un nombre d'heures, un nombre de matières, un nombre de projets à faire durant sa scolarité. Comment ça marche ? Alors non.
Mais par contre, depuis, je pense, une vingtaine d'années, on est quand même aligné sur le schéma de Bologne. Donc effectivement, c'est quand même un diplôme, c'est diplômant, grade de master. Donc effectivement, on a ce qu'on appelle les crédits européens ECTS à valider. Donc en fait, la structuration, c'est qu'il y a 3 phases, en gros, pour l'élève. Une phase découverte, une phase approfondissement et la phase diplôme. Donc, cette phase découverte et cette phase approfondissement, sont des phases où l'élève va se tester sur différents terrains, mais ce sera toujours à l'aune du projet. Donc, comme je vous l'ai dit, on est en pédagogie par projet, c'est-à-dire que les ateliers projets, ça marche par phase de 6 mois. Tous les élèves vont participer à des ateliers projets, quel que soit leur niveau de seniorité dans l'école. Donc, soit ils sortent, un tiers sort du bac, et les 2 autres tiers sont soit bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus plus. Et donc, ils vont tous participer à ces projets. Et en fonction du niveau de maturité, du moment et de leur entrée dans l'école, ils vont avoir besoin de se renforcer dans un apprentissage pour pouvoir faire projet en fonction du partenaire extérieur qui va proposer le sujet dans l'atelier projet. Donc en fait, ce qui va les guider, c'est plutôt choisir des projets qui les intéressent. Et là, on est dans une école généraliste, donc on va balayer absolument tout le scope du design possible. On va aller du design d'édition au design d'interface, d'application, de UX design, de design municipaliste, comme on disait tout à l'heure. Et donc, on a des projets qui nous permettent de couvrir tout ce scope de données à voir sur des projets de design. Et en fonction des projets, l'élève va commencer à se constituer un ensemble de connaissances dont il a besoin pour pouvoir faire ce projet. Donc, au fur et à mesure de ces projets, de ces 6 mois, il va se construire des meilleures connaissances en représentation des idées, des meilleures connaissances dans les ateliers. Mais entre un élève et un autre, on peut avoir un élève qui va se former au bois dès qu'il arrive, parce que le projet qu'il va le faire lui demande d'avoir cette connaissance sur cette matière, et un autre qui va le faire 4 ans plus tard. Donc, on a vraiment ça. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre à intégrer le fait que c'était possible de faire ça sur un niveau bac plus 5. Mais en fait, en gros, je vais utiliser un terme très rude, mais c'est une machine de guerre, la pédagogie à l'ENSI, en fait. Parce que pour arriver à gérer effectivement 350 profils différents, il faut effectivement avoir une dimension de proximité avec l'élève, et c'est pour ça que le collectif est très fort. Parce qu'effectivement, tout le monde va agir sur le parcours de l'élève, et les élèves entre eux aussi. Donc ça donne vraiment une forme de pédagogie extraordinaire qui s'opère ainsi et qui fait qu'au final, on s'est développé en fonction de son propre talent et sur toute la durée de la scolarité qu'on passe à l'ENSI. Encore une question. Mais du coup, c'est quoi le critère Parce que du coup, il y a 3 phases. Il y a des bacs, des élèves qui sortent juste du bac. Ouais. C'est quoi le critère le plus important pour être reçu, pour espérer être pris à l'ENSI ? Justement, alors là, c'est vraiment une valeur fondatrice de l'ENSI. Et ça, c'est des termes qui ont été employés par Claude Bollard, le cofondateur de l'ENSI, aux côtés de Patrick Bouchin, et qui a rédigé les textes fondateurs de l'ENSI remis à Jack Lang. Claude Bollard disait que son intention, c'était de pouvoir recruter des moutons à 5 pattes. Donc des profils qui ont cette ouverture sur le monde, un regard critique, une capacité, une volonté d'illustrer les idées, être dans le faire, être ingénieux, plutôt créatif on va dire, mais aujourd'hui on a les 2 aspects. Donc en fait le concours de l'ENSI est un concours complètement différent des autres concours qu'on pourrait voir, puisqu'on ne va pas tester des compétences, on va tester des capacités sur ces angles d'attaque dont je vous ai parlé, l'ingéniosité, la capacité à être dans un regard critique par rapport au monde, une ouverture d'esprit, cette dimension d'être dans le faire, cette appétence pour le volume. Et donc on va tester surtout sur toute une journée, on met les élèves dans des phases pratiques ensemble, ceux qui candidatent, pour nous donner à voir sur plein d'aspects différents. Je vous parlais des 8 intelligences émotionnelles tout à l'heure, c'était pas pour rien, pour pouvoir détourer effectivement des profils
à la fois atypiques, mais d'élèves qui sont en appétence avec ces dimensions-là. Et donc ça fait le corps collectif de l'ENSI constituant. Donc c'est pour ça que là, cette année, on a recruté une infirmière, par exemple. Donc ils ont eu des artistes de cirque, évidemment des ingénieurs, des managers, des dentistes. Voilà. Donc on a cette capacité c'est la spécificité de l'ENSI, encore aujourd'hui. Il y a des critères d'âge? Et pas de critères d'âge, justement. Bon, 7 ans, non, mais il faut quand même avoir 18 ans, en fait. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup à tous les trois, c'était vraiment passionnant. Et à la semaine prochaine. Merci.